14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors j'ai toujours pensé que les hommes et les femmes étaient faits pour s'entendre, et c'est de ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Et en cette période d'automne, qui parfois nous rend un peu mélancoliques, eh bien nous allons évoquer les 3 cartes de l'amour. C'est Bruno Martin, mon invité, qui distingue 3 cartes spécifiques, et je trouve que c'est plutôt intéressant, donc on va en parler ensemble. Il y a la carte de la sentimentalité, qu'on pourrait assimiler à l'amour-sentiment. Il y a la carte de la tendresse et puis celle de la génitalité qui évidemment est en relation avec le sexe. Or, figurez-vous que ces 3 cartes, elles marchent à l'inverse chez la femme et chez l'homme. Mais ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve au milieu la carte du tendre. D'ailleurs, on dit souvent que la meilleure solution pour maintenir une bonne intimité dans un couple, eh bien, c'est de maintenir, quoi qu'il en coûte, la tendresse. Alors, compte tenu de ce constat, eh bien, on va voir comment faire pour que les partenaires s'entendent bien, aussi bien amoureusement que sexuellement. Et puis, je vous invite évidemment à nous rejoindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? En tout cas, vous pouvez poser vos questions en nous appelant au 0826 300 300. En devise, aujourd'hui, on va décoder nos peurs d'enfant chez l'adulte. En Love Conseil, on va parler de l'après-adultère. En Sexo Conseil, on va trouver l'heure la plus propice pour faire l'amour. Et notre débat du jour, les hommes doivent apprendre à être plus tendres. Vous êtes d'accord ou pas ? On verra ça tout à l'heure. Bruno Martin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors, on vous connaît surtout dans cette émission parce que vous venez souvent nous parler d'éjaculation précoce, puisque vous avez créé ce site éjaculation-précoce.net. On va pouvoir éventuellement en parler, éventuellement, s'il y a une question d'un auditeur ou d'une auditrice. Mais vous avez eu envie qu'on aborde plutôt aujourd'hui les cartes de l'amour. C'est ces 3 cartes qui ne marchent pas de la même manière chez l'homme et chez la femme, d'où les nombreux problèmes dans les couples, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, ça a été évoqué dans un livre qu'on avait coécrit à une époque, en Absolument, 2015. L'amour et vous, chez Albin voilà. Michel. Oui. Et pour moi, c'est vraiment un théorème de base de l'amour que tout le monde devrait connaître et comprendre pour sortir de problèmes à la fois relationnels, mais aussi sexuels. Et là, on pourra développer beaucoup ça. Alors, la carte donc de la sentimentalité, de la tendresse et de la génitalité, ça c'est 1, 2, 3 pour les femmes. L'inverse pour les hommes, c'est génitalité, tendresse, sentimentalité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on trouve quand même de la tendresse chez les deux. Alors, bien sûr, on retrouve de tout chez les deux, carrément. Mais si vous voulez, ces cartes, ce sont des symboles, parce qu'il faut savoir que ça correspond à 3 circuits cérébraux bien définis biologiquement chez les hommes et les femmes. Enfin, on a tous 3 circuits cérébraux qui déterminent l'activité sentimentale type passion, l'activité d'attachement, tendresse, et la génitalité qui comprend l'érotisme, les attractions liées à la reproduction et l'identité de genre. C'est-à-dire que c'est bien plus vaste que ces 3 petites cartes qui sont très symboliques, mais qui permettent de comprendre. Oui, alors justement, on va commencer par l'amour, donc la carte de la sentimentalité. Donc c'est quoi ? C'est notre cerveau limbique, c'est notre besoin d'avoir des émotions d'amour Oui, alors on va remonter très loin. C'est-à-dire que allons-y. Les bébés humains, quand ils naissent, ils savent pas marcher, ils savent pas parler, ils savent pas faire grand-chose. Ce sont des grands prématurés. Parce que le cerveau est un petit peu gros et que pour accoucher c'est difficile, il faut les avoir à 9 mois. Ce serait compliqué d'accoucher d'un enfant de 3 ans. De 3 ans. Donc ce sont des prématurés. Et on s'est aperçu, la nature a fait que les couples qui avaient plus d'attachement que les autres, c'est-à-dire un sentiment qui puisse faire rester un homme au moins 2-3 ans, avaient plus de chances d'élever leur progéniture. Et l'amour est né et s'est diffusé comme ça par le système de l'évolution purement darwiniste. C'est-à-dire que on est devenu les amoureux se sont mieux reproduits que ceux qui savaient pas être amoureux. D'accord. Mais alors pourquoi c'est la femme qui serait plus dans cette carte de sentimentalité que l'homme ?
Alors, parce que chez une femme, vous êtes très dépendante. Lorsque, dans la nature, un enfant naît, il faut que vous ayez un mâle dans la nature, hein, je parle, pour pourvoir à la protection, à la construction, à la nourriture. Et donc, il faut rechercher celui qui peut le plus faire ça. Et donc, c'est le plus amoureux qui peut faire ça. Et vous êtes donc bien plus orienté sur la recherche de ces éléments-là dans une séduction. Mais on ferait mieux de choisir quelqu'un qui est amoureux de nous que d'être amoureuse de quelqu'un. Enfin, si je suis votre raisonnement. Il faut chercher quelqu'un qui est amoureux de vous, effectivement. Oui, mais... Et la femme attend, dans le plan naturaliste des choses, quelqu'un qui s'engage plus que ce qu'un homme ne peut le faire. Parce qu'un homme, je veux dire, même si il y a un enfant en cours chez sa compagne, il peut tout à fait survivre, aller à la chasse, manger quand il s'agit de nature. Et une femme a cherché d'abord ces caractéristiques-là pour pouvoir s'unir avec un mâle. D'accord, donc ça veut dire oui, mais ça veut dire que la femme cherche d'abord un homme qui l'aime, plutôt qu'un homme qui a envie de la baiser. Voilà, donc elle va s'intéresser beaucoup plus à l'amour sentimental qu'à la sexualité dans un premier temps. Et l'homme, lui, va d'abord chercher une femme qui a envie de baiser. Et oui, dans la nature, c'est plus que baiser, c'est-à-dire c'est aussi quelqu'un qui présente les meilleures caractéristiques de santé biologique, de jeunesse, etc., pour avoir la meilleure progéniture possible. Donc c'est pour ça qu'ils recherchent tous les petites jeunes et bien foutues, plus que les grands-mères. Plus que les grands-mères, voilà. Ça, on avait remarqué. D'accord. D'accord. Et donc ensuite, on a la tendresse donc, qui crée l'attachement. Alors ça, c'est l'attachement. Ouais, c'est un deuxième circuit cérébral. C'est l'hormone qui s'en occupe, c'est l'ocytocine. C'est ce qui crée du lien, de la sécurité chez l'humain. Ça arrive souvent avec le temps et les années. Puisque la sentimentalité, c'est intense au début et ça décroît un petit peu avec le temps. Enfin, ça peut même décroître totalement. Hein. Après, on avait remarqué. Voilà. L'érotisme et la sexualité, la génitalité, alors là, c'est complètement furtif. Vous pouvez être attiré sexuellement par des caractéristiques sexuelles chez un être du sexe opposé. Faire l'amour avec et ne plus jamais le revoir de votre vie sans pour autant que vous tombiez dans un chagrin d'amour. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ces trois cartes, peut-être, et c'est peut-être ça l'essentiel à comprendre finalement pour ceux qui nous écoutent, puis après on va vous donner la parole bien sûr et vous poserez vos questions, vous témoignerez, c'est que finalement la femme, elle va se donner sexuellement pour qu'on l'aime et que donc on reste avec elle pour amener la substance nécessaire à la survie, à sa survie, à la survie de sa progéniture. Et l'homme, il se fait avoir, donc puisque comme elle accepte de faire l'amour, il en tombe amoureux et puis il est coincé. Tout à fait. En gros, c'est ça que vous êtes en train de décrire. Oui, et en plus, je vous fais l'économie du petit jeu des hormones, parce que c'est vrai que plus on fait l'amour, plus la testostérone va générer aussi certaines hormones qui vont rendre plus facile le fait d'être attaché, plus facile le fait d'être amoureux, et des fois on finit par tomber amoureux de notre maîtresse. Eh oui, ça c'est oui. Et donc c'est d'ailleurs souvent ce que je dis. Si on veut pas avoir de problème avec une maîtresse, il faut en changer régulièrement. Exactement. Sinon, en effet, on peut tomber amoureux. Et là, à ce moment-là, quand on est amoureux de sa maîtresse et qu'on aime encore sa femme, ça fait beaucoup. Ça devient compliqué. Oui. Mais on est là pour résoudre tous ces problèmes et on vous invite à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous. Vous êtes psychosomaticien et évidemment sexothérapeute. Pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent, c'était aux éditions Albin Michel. Et on va donner la parole pour commencer à Laurence. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous savez que la sexualité est importante dans un couple. Oui. Moi, j'ai peut-être une histoire un peu différente. C'est que pour mon ex-mari maintenant et moi, c'était notre deuxième mariage à chacun. Et donc, on voulait ne pas refaire les erreurs du premier.
c'est-à-dire ne compter sur la sexualité que pour avoir des enfants. Donc ça a été pour nous un domaine qui était important. Mon ex-mari était très amoureux aussi, donc il était très tendre et très sentimental. Ce qui a péché entre nous, c'est une quatrième carte, c'est l'intellectuel. C'est que nous n'avions pas du tout les mêmes goûts, les mêmes aspirations, les mêmes envies intellectuelles en fait. Tout ce qui était physique était en cohérence et tout ce qui était intellectuel ne correspondait pas. Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas du tout la même vision de la vie, les mêmes opinions, etc., etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'amour 24 heures sur 24. Hein, et à un moment donné, on parle. Et puis, on était vraiment très éloignés. On n'avait pas du tout les mêmes goûts. Et alors, ça s'est traduit comment? Vous vous êtes mis à vous disputer? Vous vous êtes mis à vous éloigner? Comment ça s'est traduit? J'ai essayé au début de me plier entre guillemets à ses dictates parce que il voulait qu'on fasse du sport. Moi j'ai horreur de ça, donc j'en faisais, mais bon c'était toujours à contre-cœur. Et puis jusqu'au jour où un jour j'ai dit non, j'ai pas envie. Et là il a explosé, il a commencé à devenir violent, à devenir agressif. Et j'ai dit c'est bon. Si je me plie pas à tes dictates, je m'en vais quoi, parce que il n'a pas supporté que je n'accepte pas d'être dans la même lignée que lui. Et c'est un petit peu ce qu'on décrivait dans le premier chapitre du livre avec Brigitte. Le problème des couples, c'est qu'ils décident finalement de tomber amoureux de l'idée qu'ils se font de l'autre sans avoir pris le temps de parler de la définition qu'ils ont de l'amour. Et on se réveille X temps après en se rendant compte que c'est pas du tout le bon candidat ou la bonne candidate parce qu'on n'a pas pris le temps de définir ce qui nous rassemblait ou ce qui nous éloignait et comment on voyait les choses. Et on se laisse aller à des sentiments en rêvant sans aller chercher la définition que les uns et les autres ont du couple et de l'amour. Et ça, c'est la mauvaise ou la bonne surprise, bonne ou mauvaise pioche. Mais ça, c'est le danger quand il y a une véritable entente charnelle, hein. Oui, parce que c'est tellement bon. Oui, non, mais je suis d'accord. De s'inquiéter. Ben non, c'est tellement bon, ça va tellement bien qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille plus. Mais sauf que malheureusement, on est des grands rêveurs. C'est ça qui compte. Et puis c'est pas facile de parler de l'amour idéal. On le fait plutôt par défaut en fait. On sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est plus difficile à savoir. Combien de temps ça a duré votre histoire 7 ans. 7 ans quand même. 7 ans, oui. Oui, non, mais ce que j'entends en fait, et que vous n'avez peut-être pas dit assez clairement, c'est que finalement vous êtes, ça a été certainement très bien pendant 1 an, comme toujours la lune de miel, etc. Et puis ensuite, pendant 5-6 ans, vous vous êtes un petit peu renié, et vous vous êtes adapté à lui. C'est ça, exactement. Comme font pratiquement toutes les femmes. Tout le monde était très très gentil avec lui aussi. Donc moi, dire qu'il n'était pas bien, ça me semblait difficile d'aller à contre-courant de tout le monde. Et jusqu'au jour où en fait, j'ai plus pu supporter et que ma famille a compris que en fait, je prenais sur moi depuis des années et que c'était vraiment beaucoup de paraître et pas trop de complicité, qu'on n'avait pas vraiment de complicité en fait. Et finalement, vous avez été heureuse combien de temps dans cette histoire? Moi, je dirais 2-3 ans. 2-3 ans, même pas. Oui, c'est terrible parce que votre témoignage, malheureusement, il parle certainement à beaucoup de gens. Il faudrait vraiment, je ne sais pas comment on peut faire, Bruno Martin, mais il faudrait vraiment que les femmes apprennent dès le début à se respecter parce que de toute façon, on ne peut pas passer sa vie à se sacrifier. Ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, une femme pour un homme ou sauf que c'est quand même plus souvent les femmes qui s'adaptent. Oui. Mais c'est la grande question entre qui se ressemble s'assemble ou les différences nous rapprochent. Moi j'ai résumé l'affaire à quelque chose de simple, c'est-à-dire que il faut beaucoup de points en commun pour pouvoir vivre le plus paisiblement possible, et il faut que les différences qu'on ait nous tirent vers le haut. Et si vous voyez des différences qui vous tirent vers le bas,
c'est pas la peine de vous lancer. Beaucoup de points communs, c'est très important, parce que moins on a de points communs, plus on a de conflits, et les différences doivent nous tirer vers le haut. Et pas, alors, c'est quoi, je me force. C'est quoi une différence qui tire vers le haut Par exemple, moi je ne suis pas très sociable, mon ami est très expansive et arrive à créer des relations. Ça va me tirer vers le haut parce que je vais finir par apprendre et avoir des amis. Par contre, la différence, il me convient tout à fait, mais le problème c'est qu'il est alcoolique au dernier stade, mais ça va s'arranger avec le temps. Non, ça c'est pas bon, c'est carton rouge, c'est au revoir, ça va pas aller, parce que je sais que s'il est toujours alcoolique dans 3 ans, je le supporterai jamais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que... C'est difficile aussi de allez-y, trouver Laurence. sa place, excusez-moi, mais je vous en prie, c'est allez-y. difficile de trouver sa place et de laisser la place à l'autre aussi pour qu'il s'épanouisse. À un moment, moi en tout cas dans cette relation-là, on était très fusionnels au début, on voulait tout faire tout ensemble. Et à un moment c'est étouffant et en fait c'est difficile à dire à l'autre laisse-moi un peu d'air, parce qu'on a l'impression que on craint qu'il se sente rejeté, et moi c'est ce qu'il a senti, c'est ce qu'il a imaginé, que je le rejetais parce que je voulais à un moment prendre un peu d'air, parce que c'était tout le temps quoi, c'était étouffant. Et ça, c'est un des points clés à vérifier aussi. Ça, c'est la répartition du temps dans les couples. Les couples n'en parlent jamais. C'est-à-dire, combien tu penses passer de temps pour une activité pour toi, moi avec moi. Combien tu penses être la bonne répartition du moi avec toi dans l'intimité. Et combien tu penses passer de temps du moi avec les autres dans ta tribu. Et si on n'est pas d'accord sur la répartition du temps, là, il y a aussi beaucoup de points de discordance. Il faut être OK sur la répartition du temps. Oui, et si on est si on est soi-même très fusionnel, ce qui peut, pourquoi pas, il y a des couples qui sont tous les deux fusionnels et qui marchent. Ils sont OK sur le temps. Mais il faut dès le départ, vous auriez dû dès le départ, Laurence, et puis je crois que maintenant vous avez compris, vous rendre compte que vous n'étiez pas suffisamment fusionnel pour correspondre à cet homme, qui lui est visiblement... alors est-ce qu'il est fusionnel ou est-ce qu'il a besoin de dominer et d'avoir l'autre sous sa coupe, ça c'est bon, on peut pas répondre comme ça, mais c'est peut-être aussi une façon, c'est peut-être un gros macho. Oui, en fait c'était pour se mettre en avant, en fait. Il se servait beaucoup de moi et de notre relation pour se mettre toujours en valeur, en fait. Oui, donc il était un petit peu manipulateur. Oui. Donc, il avait besoin de son faire-valoir. Oui, vous étiez son faire-valoir. Et ça, de toute façon, vous n'ayez aucun regret, parce que c'est de toute façon des relations qui ne vont jamais très très loin, ou en tout cas pas bien. Et vous avez eu raison de partir, de toute façon. Oui, c'était invivable de toute manière. Bon. Et c'est difficile de découvrir les indices qui vous mènent sur cette piste-là dès le départ, parce que justement le sentiment amoureux, l'amour, est très aveuglant. C'est vraiment quelque chose qui rend dépendant et qui fait rêver énormément. Donc les petits points d'écart, comme on les a évoqués, ne sont en général pas du tout perçus ou interprétés complètement différemment pour permettre à cette histoire d'amour de prendre son envol et de vivre. Mais ça, par contre, vous voyez, c'est un problème très féminin. Beaucoup plus féminin que masculin. C'est-à-dire que les femmes... vous voulez dire, elles sont plus aveuglées ? Oui, tout à fait. Elles attendent une belle histoire, la plupart du temps, et elles se racontent une histoire et elles font crédit aux hommes sur quelques critères d'attraction positive. Elles leur font souvent crédit de milliers de critères qui ne fonctionnent pas. Et on se persuade à la longue, pour faire vivre cette histoire, de certaines choses qui n'existent pas. Et on fait une grosse erreur de casting. On devrait faire un test Exactement. Qui serait casting. En plus, au début de l'état amoureux, on est incapable d'être rationnel. Moi qui suis hyper rationnelle, j'avais tout à fait conscience de tout ce qui nous séparait, mais ça me semblait des petits détails par rapport à ce que cette relation m'apportait de sentimental, de sexuel. Donc
pour moi, c'était des détails avec lesquels je ferais. Mais en fait, Laurence, il fallait la vivre, cette relation, puisqu'il y avait Oui. ce côté merveilleux, extraordinaire d'amour et de sexe. Mais il n'aurait pas fallu s'engager trop sur le long terme, en fait. C'est peut-être l'erreur que vous avez faite. Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas passer non plus à côté d'une histoire où on est vraiment très très bien sexuellement, mais il ne faut pas être dupe non plus. Faut pas être dupe non plus, c'est pour ça qu'on est là, pour éveiller tout le monde. Merci Laurence, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve avec le Love Conseil, justement vous en parliez, et on va parler de l'après-adultère dans un couple. Avec Bruno Martin, aujourd'hui nous parlons d'amour, de tendresse, de sentiments et de sexualité dans les couples. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Martin, vous en parliez justement de l'adultère, mais là on va parler de l'adultère dans le couple. Comment on peut dépasser cette crise d'adultère? Il y a quand même certaines conditions, et on sait que très souvent malheureusement après une infidélité, il y a des luttes qui se réinstaurent dans le couple. Il y a une manque de confiance qui provoque souvent parfois plus de problèmes que l'infidélité elle-même. Et du coup, il y a celui qui est trompé, qui se met en colère parce qu'il a été trompé, justement. L'infidèle ne supporte plus la méfiance de son partenaire et c'est difficile de reconstruire la confiance, et pourtant c'est quand même essentiel. Alors le ressenti de chacun, il est à prendre en compte. Ce qu'on ressent, c'est sa vérité. C'est peut-être pas la vérité du couple, mais c'est sa vérité. Alors l'infidèle peut aussi être en colère parce qu'il est sans arrêt questionné, les sempiternelles questions, ça fait un peu comme une torture qui réactive éventuellement sa culpabilité. Donc ce qui est important, c'est de repartir vers l'avenir plutôt que de chercher des preuves de fidélité ou de ressasser sans cesse le passé. Et chacun doit faire des efforts pour reconstruire cette histoire d'amour. Le trompé doit accepter de refaire confiance et d'éviter le sujet sans arrêt. Et l'infidèle, doit faire preuve de beaucoup d'empathie et de redoubler d'attention envers son ou sa partenaire, et notamment par exemple un coup de fil quand il va arriver un peu en retard pour éviter de laisser l'autre à nouveau s'inquiéter. Voilà. Mais parfois, ça demande malheureusement une consultation chez un thérapeute, parce que sinon, on n'en finit pas, quoi. Non, entre soi, c'est compliqué parce que chacun essaie de trouver des raisons à son comportement. Personne ne vit la chose de la même manière, de toute façon, personne. Et ça demande beaucoup de discussions, et c'est beaucoup mieux quand c'est arbitré par un tiers thérapeute. Neutre. Que en face à face, où chacun va avoir envie de défendre ses arguments, sauver la face, etc. Ça marche pas, ça. Faut au moins passer, mais il faut beaucoup en discuter et redéfinir et renégocier le contrat du couple, parce qu'un couple, c'est jamais le même au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ça change, on a besoin d'autre chose, et savoir s'en parler entre adultes, entre grandes personnes, en mettant un petit peu les émotions de côté, c'est la seule solution, et on redéfinit le contrat. Absolument. Et il faut savoir quand même que certains couples, justement, ont profité d'un adultère pour aller mieux. C'est pas forcément une catastrophe pour tous les couples. Ça peut arriver, et on a l'impression. Enfin, moi, j'ai beaucoup de couples qui viennent en disant bon, maintenant, comment je vais faire confiance, etc. Vous allez faire exactement comme au début, parce que quand vous vous êtes engagés tous les deux, vous aviez un risque que ça ne fonctionne pas. Les gens ont l'impression de ne pas prendre de risques au début et d'en prendre à la fin. Mais on en prend tout le temps. À partir du moment où on a une relation avec quelqu'un, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou sexuelle, on prend un risque. On imagine qu'on mise sur une bonne personne pour gagner quelque chose. On en prend tout le temps des risques dans une relation. Et on peut toujours être déçu. Exactement. Et rebondir ou et gagner, etc. Céline est avec nous. Bonjour Céline, merci de réagir. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Oh, une Bonjour. jolie voix dynamique, Céline. Donc tout va bien pour vous? Je me reconstruis, je me tourne vers l'avenir. D'accord. Voilà. Très bien. J'ai 47 ans. J'ai eu 3 relations sérieuses dans ma vie. Voilà, avec certaines déceptions, un certain travail sur moi. Aujourd'hui, voilà, je débute des relations avec vraiment des personnalités bien précises.
par rapport à mes besoins, voilà, et mes valeurs surtout. Et en fait, arrivé à cet âge-là, quand on a un passif et suivant le passif de l'autre, je remarque que peu de personnes travaillent sur eux-mêmes. C'est-à-dire les blessures passées, les blessures intérieures de l'enfant intérieur, pour avancer dans une relation constructive. Aujourd'hui, j'ai fait des statistiques dans les rencontres. Tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut reconstruire, tout le monde est honnête, tout le monde a des valeurs, mais les valeurs, elles sont propres à chacun, en fait. Et si on n'a pas travaillé là-dessus... Alors, Céline, vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas sur eux, et pourquoi pas, et c'est pas forcément grave. Ce qui est embêtant, c'est si vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il est. Exactement. Mais on peut aller très bien sans avoir travaillé sur soi, et c'est pas essentiel, je veux dire. C'est pas essentiel pour être heureux d'avoir travaillé sur soi. Mais là où je suis d'accord avec vous, quand on est face à quelqu'un qui vous dit blanc alors que tout fait penser qu'il est noir, c'est un peu embêtant. Oui. Et là, forcément, c'est la communication est difficile. Oui, et je trouve qu'aujourd'hui, les relations, on va dire en 2024, suivant les âges, parce que quand on a 20 ans, 25 ans, voilà, c'est le physique un peu qui prime quand même, le partage, on n'a pas de vécu, ni avec la personne, ni sur le caractère, etc. Et après, en fait, on cherche vraiment autre chose. Oui, mais attention aussi de ne pas mettre la barre trop, parce que le problème quand on a... peut-être, oui. Vous voyez, parce que c'est surtout au début, il ne faut pas, quand vous rencontrez quelqu'un, commencer à tout décortiquer, et à ce moment-là, vous allez forcément voir suffisamment de choses qui ne vont pas pour ne pas vous engager. Ouais, c'est possible. J'avoue, de mon point de vue, c'est possible. Non, mais il faut donner la chance aussi, se donner des chances. C'est-à-dire, c'est pas fatalement le prochain sera le bon. Ça aussi, c'est un conseil que je donne souvent. C'est-à-dire, arrêtez de penser, notamment les filles, que le prochain sera le bon. Parce que peut-être que avec l'expérience, vous allez vous rendre compte que justement, il a 2-3 cartons rouges dans ses comportements que vous ne voulez pas. Et ne soyez pas déçus parce que c'est, j'allais dire, statistiquement tout à fait probable. Il faut se laisser le nombre de chances potentielles en ayant quand même des critères de sélection, certes, qui peuvent évoluer avec l'âge. Mais ne partons pas sur le fait que le prochain sera le bon. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est le bon, et puis tant mieux, vous êtes contente. Ou soit c'est pas le bon, et puis vous n'êtes pas déçu, parce que vous savez que vous aviez cette potentialité-là. Mais les hommes se donnent plus de chances que vous. Je suis vraiment d'accord avec vous. Sauf que je vais mettre un petit bémol, on va dire, à tout ça. C'est que vraiment, on peut être face à des personnes qui vont vouloir, enfin qui disent en tout cas, mais qui n'est pas en accord avec les actes, de construire, de se connaître, de partager, etc. Voilà. Et puis en fait, c'est des crocodiles. C'est-à-dire, c'est quoi un crocodile? Le crocodile, c'est juste séduire pour avoir une relation intime. Oui. Voilà. Ah bon, donc, ça, vous appelez ça un crocodile? Oui. Ah oui, pourquoi? Un crocodile. Parce que comme le crocodile, il se cache, il ment, il agit par comment dire, manipulation. D'accord. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que dans tout couple, on doit, quand on se découvre, bien vérifier que les a priori soient conformes avec les a posteriori. Prendre le temps de vérifier. C'est pas toujours repérable. Non, mais prenez le temps. Prenez le temps. Oui. Oula. Oui, prenez le temps. Il faut prendre le temps. Et en fait, que ce soit homme ou femme, en fait, parce que en fait, je vois
ce que je constate aujourd'hui, avec des discussions entre amis masculins ou féminins, il y a toujours ce déséquilibre en fait entre voilà le rôle de l'homme, le rôle de la femme un petit peu, où l'homme est dans la séduction. Voilà, si vous passez pas vite à l'acte, vous êtes rigide. Il y a toujours ces côtés négatifs qui me dérangent en fait. Oui, non, mais Céline, Céline, si vous avez un homme qui vous dit que vous êtes frigide parce que vous n'allez pas tout de suite accepter un premier rapport sexuel, je crois que celui-là, il est réellement dans la génitalité à outrance. Voilà, vous avez une réponse. Et c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. C'est comme, enfin voilà, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, il y a du charme, voilà, et puis vous laissez la vie vous guider et vous libérez quoi quelque part. Et mais j'imagine que vous faites des rencontres sur les sites, c'est ça? Oui, après bon, je sors aussi un peu, mais c'est surtout sur les sites parce que le problème. Oui, ouais, mais voilà, je crois personnages. Il faut prendre toujours un peu de recul par rapport aux sites, parce que sur les sites, on rencontre forcément, on est en contact, plus exactement, forcément avec pas mal d'hommes. Et sur ce pas mal d'hommes, il y en a même, il y a quoi? Il y a 10% qui sont intéressants. Si vous preniez dans la vie, 90% de crocodiles. Bon, on est d'accord, il y a 90% de crocodiles. Mais je vous assure que si vous faisiez un sondage dans le bus ou dans la rue sur les 100 premiers hommes que vous rencontriez, vous verriez aussi 90% de crocodiles. Vous comprenez? Donc le site met une sorte de miroir de la jante masculine ou de la jante féminine d'ailleurs. Hein. Je dis pas que les femmes sont mieux sur les sites de rencontres que les hommes, mais le pourcentage de rencontrer un homme qui soit correct, il est faible. Mais la différence que dans la rue, c'est que vous allez les croiser sans même les regarder, les crocodiles. Vous comprenez? Oui, c'est assez vrai. Hein. Après, je pense que ce sont les mêmes. Je veux dire, généralement aujourd'hui, parce que c'est plus simple de rencontrer les personnes, etc. Non, mais moi je suis d'accord que les sites c'est formidable. Voilà. Je dis juste qu'il faut avoir ce recul-là, de se dire que c'est facile. Je dis juste que, voilà, il y a des femmes qui ne cherchent pas de relations sérieuses, des hommes aussi. Il suffit de dire les choses. Il n'y a pas besoin de jouer de jeu. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mais on joue des jeux sans arrêt, Céline, sans s'en rendre compte. On les joue forcément. On les joue forcément. Après, on arrive à les repérer avec le temps. Mais je crois quand même, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention de ne pas mettre la barre trop haut. Parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes en train d'attendre la perle rare, et celle-là, je ne pense pas que vous risquez de la trouver facilement. Hein. Donc peut-être faire attention, et puis en attendant, faites-vous un sac avec tous ces crocodiles. Je plaisante évidemment. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec David, je crois, qui lui aussi a envie de réagir, et on se retrouve bien sûr avec vous au 0826 300 300, à tout de suite. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Martin, psychosomaticien, et nous évoquons les 3 cartes de l'amour. David, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Bonjour. Alors, ça m'a fait sourire votre introduction à l'émission, Bruno, parce que je me suis dit, finalement, donc je ne suis pas un mâle biologique alpha, puisque quand j'ai fait le bilan de ma vie, il s'est avéré qu'en fait, mon entrée en relation avec mes partenaires, ça a assez peu été sous le plan sexuel immédiatement, en fait. Et que ma clé d'entrée à moi, c'est plutôt le sentimentalisme ou la tendresse.
tendresse ou l'intellectualisme, mais assez peu directement et frontalement le côté sexuel, qui après vient assez rapidement, mais c'est pas la clé d'entrée immédiate en fait. Et à l'inverse, je me suis aperçu, ça permet d'avoir fait un bilan, je me suis aperçu que j'ai pas eu vraiment de coup d'un soir ou de relations rapides qui auraient pu s'établir. J'ai eu quelques occasions, mais quand j'avais pas un sentiment amoureux existant, en fait, une sorte de potentiel qui pouvait me dire que j'étais vraiment dans une situation qui m'emportait. Vous voulez dire que les quelques fois où vous auriez pu avoir une relation sexuelle juste comme ça, vous n'y avez pas été? Non. D'accord, écoutez, heureusement que c'est pas tous les hommes qui fonctionnent comme ça. Hein. Alors, moi, je vais préciser quand même, c'est vrai que ça pouvait paraître très caricatural, vous avez raison, mais je vais préciser la théorie. En fait, si on tourne génitalité, dans la génitalité, il y a « montre-moi qu'en tant qu'homme, tu me fais à peu près dans tous les domaines confiance. Montre-moi que tu es fier de mes capacités à construire, nourrir, protéger. » D'où notre grande action pour réussir professionnellement, financièrement, dans le bricolage, dans le sport, dans l'intellectualisme, etc. Montre-moi que sexuellement, tu as du plaisir avec moi et tu as envie de faire l'amour. C'est ça la génitalité. Ça n'est pas vite, il faut qu'on aille au lit pour tirer un coup. La génitalité, c'est comment je me sens homme. C'est la virilité en quelque sorte. La virilité, c'est comment je suis bien dans mon identité masculine. Vous dites moi, l'intellectualisme, etc. Mais ça, c'est montre-moi que je suis compétent. Vous êtes dans la malitude, tout à fait. C'est pas je dois commencer par un rapport sexuel et après je vais m'intéresser à la jeune fille. C'est comment moi je me sens homme dans ses yeux, dans la confiance qu'elle va m'accorder, dans la compétence qu'elle va faire mousser et éventuellement sexuellement. Donc vous voyez ce que je veux dire? J'apporte quand même. Donc vous êtes en train de dire, Bruno Martin, que David a fait comme le pan, il a fait la roue devant les femmes. Il est fort intellectuellement, il est fort machin, et quand on se sent comme ça, on se sent exister en tant que mâle. C'est vrai, vous avez fait la roue comme ça, David, vous avez montré tous vos atouts pour séduire. Oui. Bon. Ah, voilà. Donc vous êtes dans le bon sens, ça va. D'accord, ok. Vous rassurez, tiens. Ça m'a fait douter. Oui, tout à fait. C'est trop caricatural. Raison de préciser. Et j'ajouterais à ce moment-là, ce qui est actuellement très plaisant, c'est que j'ai cette sensation d'être dans les 3 dimensions, alors que dans mon précédent mariage, il y avait quelque chose qui n'existait pas assez ou assez peu. C'était justement ce que vous exprimez sur l'admiration. Je pense que mon ex-épouse était pas très capable de pouvoir exprimer une admiration, voire même il y avait un vrai souci avec ça, mais je pense que c'était pas, enfin j'en suis sûr maintenant, ce n'était pas en ma direction, c'était dans l'absolu, c'était dans n'importe quelle situation avec n'importe quelle personne qu'elle avait ce souci-là, et c'est vrai que ça fait un manque, et en tant qu'homme, je crois que c'est important de se sentir admiré et admirable, et donc mais pour ça aussi, il faut que moi, pour que ça marche, il faut que j'admire ma partenaire. Oui. C'est-à-dire que lorsque j'étais en relation avec des personnes qui me trouvaient formidable en faisant de très jolis roues, mais que moi-même je ne leur accordais pas une attention particulière, ça ne me fait pas grand-chose en fait. Mais je crois qu'on le dit pas assez, mais l'admiration, ça fait partie des éléments essentiels dans un couple. On parle souvent du respect, mais ça nourrit le narcissisme primaire. Il nous faut une bonne réserve de certitude là-dessus. D'ailleurs, les couples qui durent et qui se sentent bien se complimentent plus souvent, se disent merci plus souvent, se valorisent plus souvent. Alors certains me disent oui, mais comme c'est ma femme ou mon mari, c'est normal. Je leur dis non, quand c'est bien, c'est bien, et ça n'est pas normal. Sinon, vous allez vous parler uniquement pour vous dire ce qui ne va pas. Et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que tout va mal.
Et d'ailleurs, Dites-vous ce qui va. un des critères qui montre bien que c'est important de se sentir admiré et d'être admiré, c'est que lorsque dans un couple, l'un des deux n'a pas envie de montrer son ou sa partenaire à sa famille ou à ses proches, ou etc., ça traduit, pour celui qui donc reste caché, ça traduit une blessure narcissique. C'est énorme. Oui, donc on voit bien qu'on a besoin de sentir que l'autre nous admire et a envie de nous montrer, quoi. Alors les hommes n'ont pas les mêmes attentes d'admiration fatalement que les femmes. Vous allez vouloir être admiré sur certaines qualités et capacités qui ne sont pas exactement les mêmes que celles des hommes. Nous, c'est construire, nourrir, protéger, être intelligent, trouver des solutions. Si on est valorisé dans ces éléments-là, on va bien aimer la personne qui le fait. En règle générale, chez les femmes, vous aimez être jolie, vous êtes intelligente, vous savez résoudre les problèmes relationnels, vous savez être parfaite. Faites attention, si vous continuez comme ça, faire le ménage, faire la cuisine, vous allez vous mettre les féministes à dos. Je me suis arrêté juste à temps. Non, mais vous voyez, on n'attend pas les mêmes compliments parce que ça nourrit pas le même genre. On va parler de genre, ça va encore partir de travers. En cacahuète. Oui, mais donc David, vous voilà rassuré, vous êtes bien à mal, comme il faut. Hein, mais je crois qu'encore une fois, il faut faire la différence entre l'homme qui est un homme comme vous, David, avec ses caractéristiques masculines. Et puis, ce qu'on appelle comment on va les appeler, les dragueurs invétérés, qui de toute façon ne recherchent pas une relation. En fait, ils recherchent d'assouvir leurs besoins sexuels. Voilà, c'est juste une recherche. Ils nourrissent que la moitié de la partie génitale, c'est-à-dire la partie sexe. Voilà, comme ça, je vais être un homme parce que je vais faire du sexe. Mais ça nourrit que la moitié de notre masculinité. Oui, et d'ailleurs, c'est souvent des périodes qui sont de la vie. Des périodes de la vie. Je veux dire, c'est dommage d'ailleurs quand un homme reste uniquement sur ce profil-là. Tout dépend de ce qu'il cherche. Oui, enfin pourquoi pas, on n'a pas à juger, mais je veux dire, c'est un peu dommage parce qu'il passe à côté de quand même ce qu'est l'amour et la tendresse, hein, David. C'est quand même, c'est pas mal non plus quand même. Oui, puis le temps n'est pas qu'un ennemi. Le temps, il apporte aussi beaucoup de choses, je trouve, à condition de bien le nourrir. Voilà, c'est ça qui est important. Et je reviens sur votre notion du compliment. C'est pas que c'est un passage obligé, mais de faire un compliment, c'est déjà aussi s'attarder sur quelque chose qui nous a touché. Le nommer, c'est lui donner une place particulière, et celui qui l'entend, ça fait plaisir. Mais je crois que c'est important, puisque dans la durée, et lorsqu'on est dans une relation qui dure plusieurs années, c'est vrai que spontanément, on va sortir ce qui ne va pas, alors qu'il y a encore toujours beaucoup de choses qui vont bien. Et donc après, c'est qu'est-ce qu'on nourrit le plus, et l'attention qu'on apporte aux choses qu'on veut nourrir, en fait. Mais ça veut dire que tout doit être beau et parfait et qu'il ne faut pas se dire des choses qui ne font pas plaisir. Mais si on s'autorise à dire des choses de temps en temps importantes et qui ne font pas forcément plaisir sur le moment, c'est que j'ai pris aussi du temps par ailleurs pour souligner tout ce qui me plaisait beaucoup et que je trouvais admirable. Mais sur ce qui fonctionne, effectivement, moi je l'entends très souvent. Oui, mais c'est normal, c'est mon mari. Mais c'est normal, c'est ma femme. Mais c'est pas normal. Alors, c'est juste, quand c'est bien, c'est pas normal. Parce que je vous dis, il ne reste plus que les choses qui ne vont pas à dire. Et c'est une catastrophe. Parce qu'on n'entend plus que ça. Si on n'a que du normal et que des catas, la vie est moche. C'est comme les femmes qui ont besoin de s'entendre dire je t'aime souvent, et l'homme qui répond mais bon, ça va, je lui ai dit, je l'ai épousé, ça va. Ils peuvent même sortir la date. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est je trouve ma femme très belle, et je le dis régulièrement, mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est pas une révélation pour elle, parce qu'elle le sait, mais presque une rassurance, que je pense vraiment.
Oui. Et donc que je lui dise. Alors que pour moi, c'est vrai que c'est un fait. Et je l'avais déjà dit, mais oui, c'est vrai qu'elle tant qu'elle est, régulièrement dire qu'elle se trouve jolie. Tant qu'elle réagit comme ça prouve qu'il faut continuer à lui dire. Le jour où elle lui dira mais arrête, je sais, je suis la plus belle, là il faudra vous poser des questions, hein, mais on sera là pour y répondre, David. Merci en tout cas, merci de votre témoignage. On va laisser la place évidemment aux infos. Vous allez pouvoir vous aussi nous appeler si vous le désirez. On comprend que c'est pas si simple, c'est pas l'amour, la tendresse et le sexe, c'est beaucoup plus compliqué. Et je sais pas si on aura assez de la deuxième heure pour arriver à expliquer tout ça. En tout cas, vous avez une petite devinette qui vous attend. Quelle est la différence entre une femme et une fleur, Bruno Martin? La réponse, c'est tout de suite après les infos. Et avec Bruno Martin, nous parlons des relations de couple, sentimentalité, tendresse, génitalité. Quelles sont vos cartes de l'amour? Venez témoigner au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue avec Bruno Martin à vous expliquer ces 3 cartes de l'amour qui ne sont pas si simples à comprendre, visiblement. Donc la carte sentimentalité, la carte tendresse et la carte génitalité. On a déjà bien compris que la génitalité, c'est pas uniquement le pénis. Ça va un petit peu plus haut et tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on va continuer évidemment à essayer d'évoquer tout ça. Comment on peut finalement, hommes et femmes, arriver à s'entendre. On peut parler aussi éventuellement de votre site éjaculation-précoce.net. Si vous avez des petits soucis d'éjaculation précoce, c'est le moment ou jamais d'appeler Bruno Martin pour être aidé. Alors, on va décoder la devise, mais d'abord la réponse à ma devinette. Quelle différence entre une femme et une fleur ? Faut que j'y réponde. Si vous avez une réponse, oui, sinon je vous la donne. Non, mais je tournais autour d'une idée de. Il vaut mieux l'accueillir avec la queue, quelque chose comme ça. On n'est pas loin. C'est une question de queue, puisque les deux s'épanouissent au bout d'une queue. Oh, magnifique. Voilà, c'était bien. Quel romantisme. C'était bien cela. Et donc la devise du jour, nos peurs d'enfant chez l'adulte. La peur chez l'enfant, c'est la peur de ne pas être suffisamment protégé, la peur d'être abandonné. Donc ça, c'est des peurs d'enfants qui sont parfois même des cauchemars. On a des enfants qui se réveillent en pleine nuit parce qu'ils ont peur. Et en revanche, quand on parle de ces peurs chez l'adulte, c'est quand même plutôt des fantasmes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que bien sûr qu'on peut avoir peur d'être abandonné, mais ça reste, si ça n'a pas été dépassé, si la peur d'enfant n'a pas été dépassée, ça devient une sorte de croyance, projection, fantasme qui va nuire à toute relation amoureuse. Donc c'est important de vraiment faire la différence entre la peur qu'on peut avoir en tant qu'enfant et des peurs d'adultes qui sont finalement des réminiscences, si je puis dire, des peurs d'enfant. Tout à fait, mais on a fait des études là-dessus. Alors apparemment, l'angoisse d'abandon est beaucoup plus présente chez la femme. Oui, globalement, absolument. L'angoisse d'abandon. Oui. Et alors il y a autre chose qui vient se rajouter, c'est-à-dire que par rapport à nos premières relations à la vie, on est ou sécure ou insécure, comme Cyrulnik l'a bien expliqué. Et là aussi, ça peut rajouter à l'angoisse d'abandon. Il y a des hommes qui peuvent tout à fait être dans l'angoisse d'abandon aussi, parce qu'ils sont insécures quelque part, parce qu'on n'a pas construit des relations sécurisantes à partir de la naissance. Et ça rend souvent donc des personnes qui sont un peu trop dépendantes et ça anxieuses, jalouses. Absolument. Tino est avec nous. Bonjour Tino, merci de réagir. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors moi je passe d'une extrême à l'autre en termes de sentimentalité et de tendresse, puisque je sors d'une période, donc je suis marié, je sors d'une période de 15 à 20 ans d'abstinence physique avec mon épouse. Et je viens de rencontrer une personne avec laquelle je retrouve tendresse et sentimentalité. Je ne parlerai pas du dernier critère parce que j'ai un peu du mal à l'évoquer, mais tout ça pour dire que je passe d'une période où j'ai quelqu'un qui m'attend et au moment où elle m'attend, j'ai des pannes érectiles et quand je dis panne, je suis vraiment dans les starting blocks et ça bouge. D'accord.
On est toujours dans la même chose. Hein. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Allez-y, Bruno Martin, je vous en prie. Alors, si vous voulez, dans ces 3 critères, sentimental, tendre et génital, le sentimental n'engendre pas d'excitation sexuelle réflexe. Le tendre n'engendre pas non plus d'excitation sexuelle réflexe. Ça va vous calmer, ça va vous rassurer. Seul le génital peut le faire, c'est-à-dire il faut aller chercher les sources d'excitation là où elles sont, dans l'imaginaire érotique, dans ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens de sexuel. Et si on voit l'autre uniquement dans son univers sentimental et tendre, il n'y aura jamais une érection. Et par-dessus le marché, il y a si vous considérez la personne en face de vous comme très importante, vous avez des angoisses de performance, vous avez des angoisses, des peurs qui anticipent l'échec, qui vont faire que vous allez sécréter certaines substances qui vont vous empêcher d'avoir une érection. Est-ce que je peux apporter un complément du coup ? Bien sûr, Tino. Ouais. Alors, effectivement, ce que j'allais rajouter avant votre première réponse, c'est que j'ai un diabète, donc je viens à peine d'équilibrer, et du coup, je me pose beaucoup de questions. Alors, effectivement, entre le mental et le physique, est-ce que ça peut être hormonal, est-ce que ça peut être sanguin, est-ce que ça peut être beaucoup d'interrogations, et effectivement, forcément. Mais la dame est douce, donc elle me laisse le temps. Il y a pas de souci là-dessus. Simplement, effectivement, c'est toujours très frustrant de ne pas être au rendez-vous. Alors le diabète, oui, peut engendrer des neuropathies, voire des problèmes circulatoires qui vont gêner en plus l'érection. Mais enfin, vous n'avez pas une voix de personne très âgée, donc je ne sais pas si le diabète a eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Ça peut contribuer au problème, mais le plus gros problème, c'est l'angoisse anticipant l'échec que les hommes se mettent, et puis le fait de s'auto-regarder en attendant une érection. Moi, je dis souvent aux hommes et puis aux femmes d'ailleurs, le pire, c'est si je commence, il faut que je finisse. Il faut que j'ai une excitation, une érection, une pénétration, une éjaculation. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors donc, je me mets une pression terrible. Si en plus je ne vois l'autre que dans la sentimentalité ou la tendresse, il peut rien se passer parce que j'ai pas le carburant pour avoir une érection. Mais vous avez des érections spontanées, vous êtes masturbé pendant toutes ces années d'abstinence, parce qu'il y a aussi ces questions-là qui se posent. Hein. Oui, tout à fait. Alors, merci de me la poser parce que j'allais y venir. Mais du coup, il y a eu effectivement beaucoup de compensations, alors érotiques ou porno ou peu importe. Et ces derniers temps, il y a, on va dire 1 an, ça commençait du coup à plus produire d'effets. Et c'est pour ça que je me demande si on n'est pas sur quelque chose enfin voilà, je sais pas en fait. Je viens vous. Écoutez, questionner. Tino, si vous êtes inquiet sur éventuellement des problèmes érectiles qui seraient dus à votre diabète et à la santé, là il faut aller faire un Doppler auprès de quelqu'un. Mais ce qui est important quand même aussi à comprendre, c'est que lorsque pendant des années on se masturbe en regardant du porno, on crée une sorte de réflexe cognitif qui fait que vous êtes excité par certaines choses, et puis là vous êtes dans une relation où visiblement vous êtes très impliqué sentimentalement, et comme vient de le dire très justement Bruno Martin, il y a plus de place pour l'excitation, vous voyez. Donc est-ce que vous avez essayé avec votre nouvelle compagne, quand vous étiez avec elle dans des relations de préliminaires, si je puis dire, de fantasmer un petit peu sur les images qui vous excitaient quand vous vous masturbiez? Non, on n'a pas joué à ça. On a joué à beaucoup de choses, mais pas. Non, mais vous devriez peut-être déjà essayer de voir si dans votre monde imaginaire, fantasmatique, vous arrivez à un début d'érection ou pas, pour voir si... Parce que mais pour l'instant, on peut toujours essayer les quelques médicaments qui pourraient vous aider à avoir une érection. J'ai essayé alors je sais pas si je peux le citer, mais j'en ai cité le Cialis. Oui, donc je suppose que si on vous a donné la bonne dose, et que si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a un vrai blocage actuellement. Oui. Vous avez quel âge ?
J'ai passé la cinquantaine. Mais c'est pas très vieux, hein. Même quand on a un diabète, c'est pas très très vieux. Si vous arrive d'avoir des érections, est-ce que de temps en temps vous avez des érections complètes? Alors je parle pas de la relation sexuelle. En dehors de la relation sexuelle, est-ce que vous y parvenez de temps à autre, même si c'est court? Non, enfin depuis 6 mois, non plus. Ouais, même mais pas 6 le mois matin, c'est court. Même pas la nuit, ouais, même pas. Non, mais 6 mois c'est court. Alors il y a peut-être un petit problème là-dessus, mais très honnêtement, amusez-vous à des jeux d'excitation sexuelle sans le but d'avoir une érection et une pénétration. Il faut déjà que vous retrouviez entre les deux membres du couple des jeux de pure excitation gratuite, sans si je commence, faut que je finisse. Il faut retrouver ça. Parce que c'est ce qui va générer le réflexe d'érection, et ça va vous enlever l'angoisse d'échec parce que on vous demandera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est déjà le cas. Hein. Enfin, du coup, on a pris notre parti. Mais est-ce que vous avez un début d'érection? Est-ce que Popol il est un petit peu présent ou vraiment pas du tout? Un petit peu, ouais, un tout petit peu. Bon, un petit peu, ça montre bien que quelque part il y a quelque chose qui se passe encore, vous voyez. Et ne le regardez pas trop et regardez plutôt votre partenaire et laissez-vous bon, vous avez l'air de dire qu'elle est patiente et confiante, et puis il faut consulter si ça ne s'améliore pas, parce que il faut la consommer érotiquement. Le problème est là, c'est-à-dire que il faut sortir un peu du domaine de la Belle au bois dormant. Bah oui, mais c'est parce qu'avant Vitino, il n'a pas envie de la culbuter sur le canapé et de la prendre en levrette, Bruno Martin. Non. Et puis j'essaye justement d'amener notre relation au-delà au-delà du physique, et on y arrive plutôt pas trop mal. Donc je pense qu'on avance, mais voilà, du coup j'avais besoin un peu d'éclairage. Et bon, vous y avez contribué. Moi, ce que je vous conseillerais déjà dans un premier temps, c'est quand vous n'êtes pas avec elle, quand vous êtes tout seul, essayez de penser à elle en vous excitant, en pensant, alors je sais pas, ses seins, ses fesses ou je ne sais quoi, mais soyez un peu, vous serez tout seul face à vous-même, donc vous n'avez pas, et essayez de la voir comme un objet sexuel, pour voir si au moins vous pouvez retrouver votre excitation de vous à vous, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Parce que ça c'est important. Si vous y arrivez tout seul, c'est que tout va bien, que ça marche. L'arrivée de l'insuline dans mon traitement peut être un déclencheur du blocage ou pas vraiment? Disons que ça montre que votre diabète est quand même important. Maintenant, on ne peut pas tout imputer à la seule cause biologique et au diabète. C'est que vous avez contribué à y ajouter une angoisse anticipant l'échec, et puis cette attitude du spectateur. Et souvent, l'homme met la charrue avant les bœufs. Il me faut une érection pour faire l'amour à une telle. Non, moi je leur dis, il ne faut pas une érection, il faut des excitations sexuelles égoïstement centrées sur vous un certain temps dans un état cool, pour obtenir un début d'érection qui, secondairement, servira à madame. Mais pas, je vais au lit, il me faut une érection. Parce que ça n'a jamais provoqué d'érection à quiconque. Absolument. Et puis rassurez-vous, Tino, en cas de diabète, de toute façon, ces médicaments à l'érection et même les injections sont remboursés par la sécurité sociale. C'est bien de le rappeler. En partie, c'est déjà ça. On fait une petite pause et on se retrouve, Bruno Martin, dans un instant. Demain, nous recevons Christian Jamin et nous parlerons de la fertilité. Quel est le meilleur moyen pour être enceinte? Quels sont les obstacles à la fertilité? Venez apporter votre témoignage en appelant l'émission au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous, sexothérapeute et créateur de ce site éjaculation-précoce.net sur lequel vous pouvez vous procurer des exercices justement si vous avez envie de vous améliorer. Alors on va retrouver Flora maintenant qui va nous parler de l'évolution de son couple. Bruno Martin, bonjour Flora. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno Martin. Bonjour. Oui, par rapport aux 3 cartes, en fait... Bon, je dirais que je suis en couple depuis plus de 25 ans, donc beaucoup de choses ont bougé, déjà par rapport à la rencontre, l'évolution du couple, l'évolution de la famille. Et aujourd'hui,
je me rends compte que ça évolue aussi par rapport à nous. Ce qui nous constitue aussi notre évolution personnelle, bien nos sûr, rencontres. bien sûr. Oui. Voilà, donc au départ, moi je dirais, on est beaucoup dans la tendresse, dans la sentimentalité et aussi et surtout génitalité, parce qu'il y a des besoins, on se découvre, voilà. Et avec le temps, je pense qu'on est davantage dans la tendresse. Les besoins des premières rencontres, s'atténuent un petit peu aussi, voilà. Donc je pense à aujourd'hui, on est plus dans ça avec des projets différents, avec une projection aussi différente, hein, parce que moi, de par mon éducation, c'était faire famille à tout prix. Et du coup aujourd'hui, faire famille, c'est se recentrer sur le couple, hein, parce que les enfants sont en train de partir. Donc il faut faire un travail de dissociation aussi entre la famille, le foyer, la famille, les parents, la famille de couple. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à aujourd'hui qui changent. Oui, et ce qui est important, c'est de toujours vérifier que vous arrivez à être à peu près sur la même longueur d'onde, quoi. Parce qu'au fond, qu'un couple évolue en 25 ans, je dirais même que c'est rassurant, hein. Ce serait inquiétant que ça n'ait pas évolué. Mais il faut pas que ça parte dans deux directions différentes, hein. C'est toute la difficulté. Oui, et le couple évolue surtout dans le rôle numéro 2, c'est-à-dire que la sentimentalité s'écrase petit à petit, la génitalité s'écrase petit à petit, et on rentre très très fort dans un rôle papa-maman, sous le même toit, dans le rôle numéro 2 qui est un rôle d'attachement et de tendresse dans lequel on éduque et on élève les enfants. Ça c'est le cours normal, mais ça c'est quand on ne fait pas attention, en remplissant et en faisant pétiller un petit peu toujours les cases de la sentimentalité et les cases de la génitalité. Ça ne s'entretient pas tout seul. Il faut vraiment faire pétiller tout ça, planter des petites graines de rêve là-dedans. Et c'est pas parce qu'on s'est bien choisi au départ que si on n'entretient pas, ça va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est l'erreur de presque tous les couples. En pensant, puisque j'ai fait un bon choix, ça devrait rouler comme ça jusqu'au bout. Mais si on ne nourrit pas, c'est la fin. Voilà, et j'étais moi au début dans cette illusion d'éternité, hein. Pour moi, c'était acquis et rien ne pouvait bouger. Et du coup, il suffit, comme vous dites, hein, qu'il y ait des petites graines à un moment donné qui coincent, le rouage se grippe, et du coup, ça remet tout en question aussi, et on voit bien que c'est pas éternel et que c'est pas acquis. Et, oui, voilà. Mais si vous avez su tout de suite vous adapter et puis faire, réadapter les choses, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu normal. On a tous tendance, en tant qu'être humain, à espérer que rien ne bouge, hein. On est partagé d'ailleurs entre le désir que ça ne bouge pas et le désir que ça bouge, hein. Oui, mais si vous voulez, ça, la tendresse, la deuxième case, l'attachement, c'est fait pour nous rassurer. On espère que ça ne va pas bouger. Mais il ne faut pas ne faire qu'espérer. Il faut faire quelque chose pour que l'éternité s'installe. Il faut faire pétiller. Et ce dont vous aviez besoin il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Mais il faut faire l'effort de mettre quelque chose et de faire vibrer tout ça. Sinon, ça va s'user. Complètement, ouais. Mais là, visiblement, dans ce qu'on entend, votre couple va bien. Oui et non. Oui et non. Qui va pas justement, je crois qu'on n'a pas anticipé l'évolution. Et du coup, là aujourd'hui, je pense qu'il y a on part sur des chemins différents, j'ai l'impression, par rapport à des besoins aussi. Je pense que il faut rejouer, il faut renégocier le contrat, comme vous disiez tout à l'heure. Et je pense que ça, il faut absolument qu'on le fasse parce que j'ai l'impression qu'on part sur des horizons différents, sur des projections, sur des besoins. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on mette carte sur table et renégocier le contrat. Oui, c'est essentiel. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'accepter l'un et l'autre, d'avoir des envies différentes et vous les autoriser dans la mesure où vous restez quand même avec un socle commun, qui est donc la tendresse qui semble être restée assez forte chez vous et arriver quand même
à trouver ensemble un projet de vie commun, parce que sinon, et encore, je dirais pourquoi sinon, après tout, il y a des couples qui peuvent aussi rester ensemble pour des tas de raisons, et puis vivre un petit peu en colocataire. Tout est possible. Mais ce qui est important, je crois, et vous en êtes consciente, Flora, donc je pense que ça se passera bien. Ce qui est important, c'est de communiquer de manière à ce qu'il n'y ait pas des non-dits qui finissent par devenir qui amènent à une rupture. Et je relève le mot besoin que vous avez cité plusieurs fois. Alors moi j'aime bien relever ce mot-là dans les couples, parce qu'on parle beaucoup de besoin, comme si le désir c'était la même chose que le besoin, comme si telle envie était la même chose que le besoin. Le besoin, c'est quelque chose de biologique, c'est j'ai besoin de manger pour pas mourir de faim, mais le désir, c'est carrément autre chose. C'est j'ai envie d'aller dans un 3 étoiles Michelin de luxe parce que je vais me faire plaisir. Et le désir on a des faibles besoins, on a des très très faibles besoins. Par contre, il faut cultiver le désir. Le désir, c'est un rendez-vous avec un plaisir. Et si on ne fait pas une action pour mettre ça à travers les surprises, à travers la séduction, à travers un rêve en commun, il ne se passe strictement rien du tout. C'est pas un besoin qui va nous l'apporter. C'est bien de toujours le rappeler, évidemment, Bruno Martin. Merci en tout cas, merci beaucoup Flora de ce témoignage. Le sexo-conseil, quelle est l'heure propice pour une relation sexuelle? Et puis vous continuez bien sûr à réagir sur Sud Radio. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Alors, Bruno Martin, quelle est l'heure la plus propice pour une relation sexuelle? Alors, je vais faire une réponse. C'est l'heure à laquelle on a envie. Oui, d'accord, mais bon. D'ailleurs, mon love conseil, mon sexo conseil, il est fini. Bon, voilà. C'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur beaucoup de couples, hein, évidemment, et le moment de la journée le plus propice pour une relation sexuelle serait la fin d'après-midi, le fameux 5 à 7. On pourrait croire qu'il n'était réservé qu'aux couples illégitimes, mais il semble que c'est aussi le moment de la journée le plus adéquat pour se retrouver en couple. Alors, on va développer un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très en forme le matin grâce à cette fameuse érection matinale, mais c'est pas forcément au goût des femmes. Et puis, entre les horaires de travail, la sortie d'école des enfants, la préparation du dîner, c'est vrai que l'horaire de 5 à 7 n'est pas toujours facile à respecter. Donc, raison de plus, c'est mon premier conseil que je vous donne, d'en profiter le week-end. 5 à 7 le week-end, ça peut être pas mal. Parce que, quoi qu'on en dise, beaucoup de couples font l'amour après, juste avant de dormir. Donc, c'est après le repas. C'est pas forcément le moment idéal. On sait que la digestion prend beaucoup d'énergie. Et puis avant de dormir, il y a quand même l'un ou l'autre qui est quand même un petit peu emporté par la fatigue. Donc ça nuit à la sensualité et à la qualité, si je puis dire, du rapport sexuel. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire? Je crois que moi, plus je réfléchis, je pense qu'en effet, le moment de l'apéritif, même si on prend un jus de fruits, hein, c'est peut-être pas mal. D'abord parce que on n'est pas encore fatigué par le repas, la soirée télé, je ne sais quoi d'autre. Ensuite, le sexe, ça ouvre l'appétit, donc c'est pas plus mal de faire l'amour avant manger. Et puis, moi, je serais, voilà le deuxième conseil que je vous donne, qui serait peut-être assez rigolo. Vous faites une pendule virtuelle de 24 heures. Et puis vous marquez toutes les heures une couleur. Par exemple, une heure noire qui serait réservée à votre sommeil, des heures roses pour des câlins plutôt tendres, des heures rouges pour des ébats torrides, des heures violettes pour des rapports sexuels éventuels, des heures blanches pour dire que là c'est neutre, hein, qu'il n'y a pas du tout envie de sexe. Et puis vous comparez vos deux tableaux. Peut-être qu'il y aura quand même, avec un peu de chance, un moment dans le tableau où vous allez vous retrouver. Et puis si vous avez votre partenaire qui vous fait un tableau tout noir et blanc, il faudra peut-être vous poser une question d'où en est votre sexualité dans le couple. Voilà, donc moi je trouve que cette idée de pendule virtuelle, elle peut être intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout est possible, hein. Moi c'est ludique. Enfin, une certitude, c'est que la meilleure heure, ça n'est pas après la série Netflix ou le film du
du soir, parce que alors là, tout le monde est fatigué et c'est souvent. Mais c'est pourtant souvent comme ça que les couples oui, font. mais ça marche pas du tout. Ouais. Ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. Donc il faut peut-être réviser votre heure. Les horaires. Donc voilà, l'idée de la pendule, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, est-ce que les hommes doivent apprendre à être plus tendres? C'est ce que pense Sophia, en tout cas. Bonjour Sophia. Bonjour. Vous pensez que les hommes devraient apprendre la tendresse parce qu'ils ne sont pas assez tendres? Alors, oui. Je dirais pas qu'ils devraient l'apprendre, mais s'autoriser. S'autoriser. S'autoriser et puis qu'on puisse le proposer dès le plus jeune âge, parce que les enfants, les garçons, quand on les voit tout petits, ils sont tendres. Hein, et c'est qu'après, suivant l'éducation, suivant leur environnement, voilà, où les choses sollicitées, on leur demande d'être durs, en oubliant la tendresse. Après, on reproche aux hommes de ne pas être tendres. Pour moi, je pense que c'est réapprivoiser sa tendresse, qui ne s'oppose pas à une certaine fermeté, à une certaine responsabilité et un côté tonique, masculin, de la testostérone. Il n'y a aucun souci. Pour moi, ça ne... C'est pas deux choses qui s'opposent, mais deux choses qui se lient. On verra ce qu'en pense Bruno Martin. Je suis pas sûre que ça s'oppose pas. Et Nadia, vous, au contraire, vous trouvez que les hommes sont pleins de tendresse et que tout va bien? Oui, bonjour. Bonjour Nadia. Tout le monde. Oui, moi alors c'est avec mes expériences, j'en ai pas eu beaucoup, mais le peu que j'ai eu, les hommes étaient tendres. Et à mon goût, trop, en fait. Voilà, vraiment, parce que j'aurais aimé un petit peu plus de niaque, on va dire, parfois, hein, je dis pas tout le temps, mais voilà. Sinon, je les trouve relativement tendres. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, oui, c'était des hommes tendres. Alors, toute la question justement de la tendresse et de la virilité que soulève Nadia, Bruno Martin. Alors, ces trois cas, sentimentalité, tendresse, génitalité, pour moi, correspondent à trois rôles. Et moi, souvent, je compare ça aux vitesses des voitures. Il y a trois vitesses. Il faut dégainer le bon rôle au bon moment. Vous passez la première ou la seconde ou la troisième au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester toujours dans la même personnalité, quel que soit le moment de votre vie. Il y a des moments pour être dans la génitalité, peut-être un petit peu plus primaire, etc. Il y a d'autres moments, il faut savoir être tendre, vous changez de vitesse et vous changez de rôle. Et puis il y a un troisième moment où il faut être plus sentimental sans être particulièrement macho ou érotique. Savoir changer de facette et de personnalité en fonction de l'environnement. C'est ça le truc. Oui, mais faut-il encore être au diapason? Faut pas que la femme elle ait envie que vous soyez tendre au moment où vous avez envie d'être dur. Faut pas passer en cinquième en côte. Oui, et ce que dit Sophia est intéressant aussi. C'est vrai que c'est pas tellement dans la culture. On n'invite pas les hommes à être tendres. En plus. Mais bon, on est tous moins maintenant, hein, quand même. Oui, moins maintenant. Ouais, je crois que. Ah oui, j'allais dire, on éduque nos enfants et les garçons en particulier à la tendresse quand même. Oui. Là, je suis d'accord. Oui, parce que j'ai des petits enfants et des petits garçons. Et même des petites filles, hein, c'est pas de. Mais voilà, mes petits enfants sont tendres, doux, câlins. Voilà, donc ça fera des hommes, je pense, tendres et doux. Oui, je crois. Je pense que c'est une question de culture, et alors plutôt de rythme ou de personnalité, c'est être capable de justesse et de savoir s'adapter à une situation. Donc il y a des moments où on a besoin d'être tendre dans notre vie, il y a des moments où il faut être un peu dynamique et réactif face à la vie, et puis à d'autres moments, on peut être plus libre, sauvage, et c'est peut-être plus, non pas une question de personnalité, mais une question de savoir, avec finesse d'esprit, savoir ajuster nos comportements et nos réactions. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu subjectif, la question de la tendresse, et à une époque actuelle où on est assez contre le toucher, est-ce que ça nuit pas aussi à une capacité de se laisser aller un petit peu à la tendresse, parce que la tendresse, ça inclut quand même une vulnérabilité, un toucher. Non, enfin, je veux dire, ça inclut un toucher. Oui, mais vous voyez, moi j'ai un petit garçon. Et il y en a plein dans les écoles. Il y a des mamans qui ne sont absolument pas tendres avec leurs enfants et tendres avec elles-mêmes, et elles sont pas câlins. Donc je pense ça aussi que c'est une question culturelle. Si on a appris à développer le toucher, et on sait à quel point ça détend, et je pense qu'après on est plus près de notre être. Et les enfants qui ont été câlinés, entre guillemets, ça les empêche pas d'avoir une certaine
affirmation d'eux-mêmes. Ils savent se montrer hargneux, entre guillemets, dans le bon sens du terme, quand ils ont leur plein d'amour, leur plein de tendresse et leur plein d'écoute. Et c'est peut-être là où est la difficulté, pour moi, c'est que la tendresse, elle peut être liée à quelque chose de... associée à quelque chose qui n'est pas forcément de la tendresse et qui est lié à nos blessures, à nos émotions, à ce qu'on n'a pas su vivre. Mais je crois qu'on est tous tendres en soi naturellement. Quand on voit les enfants, ils sont tous pleins de tendresse et après c'est ce qu'on en fait et ce qui est les aléas de la vie, les réactions qui nous amènent à se fermer ou à s'ouvrir à ça. Mais je suis assez d'accord, normalement. Mais on est tous dotés des 3 cerveaux, enfin des 3 circuits cérébraux. Tout le monde est capable de sentimentalité, de tendresse ou d'un plan plus primitif érotique. Mais je vous dis, il faut juste dégainer la bonne facette au bon moment. Facile pour un homme de deviner en fait ce que la femme souhaite au moment. Voilà, si elle souhaite de la tendresse ou si elle a envie que ce soit un petit peu plus sauvage. Comment faire toucher à l'homme ce qu'on a envie? Ou alors est-ce qu'il faut le dire? Je sais pas. Je sais pas trop. Communication verbale ou non. Oui, mais la communication, elle n'a pas besoin d'être verbale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire là, j'ai besoin d'un moment de tendresse. Mais si on se blottit contre lui et que gentiment on se blottit comme ça, je pense qu'il comprendra que c'est un moment de tendresse qu'on a envie. Et si on lui met la main un peu plus bas, il comprendra aussi. Je pense que je crois qu'il faut. Oui, non, mais je crois d'ailleurs, on le sait, hein, contrairement à ce qu'on croit, il y a 80% de communication qui est non verbale. Donc, si on est assez capable d'être à l'aise et à traduire par son corps ce qu'on a envie, l'homme, normalement, il devine assez bien. Oui, je pense vraiment que, pour moi, dans mon expérience, que les hommes, comme peut-être, j'en ai connu un qui était très tendre, mais qui manquait de responsabilité, mais c'est encore une fois lié à l'histoire. Si quelque part il a l'opportunité de s'affirmer, je crois qu'il n'y a pas d'homme qui n'est pas tendre, sauf ceux qui ont été très profondément blessés et qui ont peur d'ouvrir à cette tendresse et qui veulent être bruts en pensant que c'est s'affirmer, c'est une confusion et c'est lié à une expérience plus qu'une nature profonde. Je suis assez d'accord. Je crois que quand on est très dur et qu'on est assez fermé à la tendresse, c'est certainement une protection qu'on a mis en place à cause de blessures, bien sûr. Oui, c'est évident. On est tous le fruit de notre éducation et de nos expériences. Et on sait d'ailleurs que quand on a affaire à quelqu'un qui a du mal avec la tendresse, il faut pas le forcer, il faut l'apprivoiser, hein, et ça prend beaucoup de temps. Et quand les hommes sont fermés à la tendresse, c'est vrai qu'il faut beaucoup de tact pour arriver à les faire tomber l'armure. Hein. C'est là la plus grande difficulté. Je pense que ceux qui ont été éduqués en disant tu dois pas pleurer, tu dois être fort, et puis qui ont eu dans leur cerveau tout un engrenage comme ça, pour eux, c'est plus difficile parce que on leur a demandé de l'éteindre pendant un temps alors qu'ils l'avaient en eux. Vous voyez les enfants courir naturellement, ils peuvent être méchants entre des fois, mais vous les voyez courir, ils sont prêts à être tendres et de plus en plus. Enfin, je pense qu'il y a plein de parents qui permettent aux hommes, aux petits garçons de s'ouvrir, aux petites filles qui peuvent des fois être un peu plus espiègles, en tout cas dans cette nouvelle génération. Après, c'est à nous de leur permettre et puis de savoir leur donner le moyen d'expérimenter justement les dosages entre le moment où il faut être un peu sérieux, le moment où ils ont toute une vie dans leur apprentissage, l'adolescence et autres, où ils peuvent avoir leur curseur expérimenté jusqu'à l'âge adulte et après, voilà. Si c'est bien fait... Normalement, il n'y a pas de souci. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les hommes sont ouverts à la tendresse. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup, en tout cas, Nadia et Sophia. Merci beaucoup d'avoir débattu. On fait une petite pause et nous allons conclure avec Sophie dans un instant. Vous avez rencontré des difficultés à tomber enceinte ou au contraire, vous êtes très fertile? Venez en parler dans l'émission demain. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous. Nous avons avec vous, durant ces 2 heures, décodé les cartes du tendre, enfin de l'amour, pardon, parce que je reviens sur la tendresse, évidemment, puisqu'on vient d'en parler, mais je pense que Sophie va plutôt nous parler des 2 autres cartes. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour, oui.
Alors, je vous livre un petit peu mon expérience. Allez-y, oui. Moi, j'ai besoin j'ai besoin que des sentiments soient installés pour me sentir parfaitement à l'aise dans une relation, mais ça va de pair avec la sexualité. Je n'arrive pas à dissocier les deux. Et en ce sens-là, je fonctionne peut-être un petit peu comme un homme. Et autant j'ai besoin de ce côté affectif, autant la partie sexuelle, il faut que ce soit... Enfin, il faut. Je préfère quand c'est néandertalien. C'est le terme que j'aime bien utiliser. C'est joli, je l'avais jamais entendu, mais on imagine bien voilà. un mâle, hein, donc... C'est ça. Non, mais moi, je suis tout à fait pour scinder les rôles. Vous avez raison. Il y a des moments pour être sentimental, eh ben, on est sentimental, romantique peut-être. Et puis, il y a des moments pour être tendre et on est dans l'attachement et la protection. Et puis, il y a des moments, si vous déconnectez pas un peu sur du sexuel érotique un peu plus direct et cru, eh ben, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de source d'excitation. C'est ça. Et c'est-à-dire que lorsqu'on est avec quelqu'un qui n'est que néandertalien, souvent ce sont des goujats. Et selon mon expérience, lorsqu'on est avec quelqu'un qui n'est que tendre, c'est très ennuyeux au bout d'un moment. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est difficile de parvenir à cet équilibre-là. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance d'être avec un homme qui a toutes les qualités, donc ça fonctionne très bien. Mais j'ai mis du temps déjà à m'avouer que j'aimais bien ce côté viril affirmé. Je pense que c'est peut-être un petit peu difficile à accepter pour certaines personnes. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Il y a toujours cette expression qu'on dit, hein, elles veulent un homme super attentionné, tendre, et en même temps elles veulent un bad boy. Alors, sauf que on n'est pas obligé d'être un bad boy pour être un homme néandertalien, pour reprendre votre expression que je trouve très très imagée et assez jolie. Oui. Non, mais c'est d'où l'idée d'être les trois pas fatalement au même moment. Il faut savoir changer de facette, ce qui dévalorise pas du tout. D'ailleurs, c'est pas parce que vous avez un petit peu pété les plombs dans l'acte 3 génital qu'une heure après, vous pouvez pas être le plus sentimental des hommes ou le prince charmant. Ça n'interdit pas. Par contre, c'est vrai que pour les femmes, il y a un petit côté... mauvaise évaluation quand vous vous montrez trop direct, génital, sexuel, etc. On a toujours appris une fille, fais attention, il faut que tu sois relativement proprette, gentille, pas être trop expressive, etc. Et ça vous culpabilise d'être trop érotique. Et vous passez à côté de beaucoup de sources d'excitation comme ça. Oui, mais ce qui est bien, Sophie, et merci de votre témoignage, parce que on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes filles qui lisent la dark romance, hein, donc des livres où les femmes se font un petit peu violenter, soumettre, etc. Si ça marche aussi bien, c'est que ça correspond au fantasme des jeunes filles. Donc bravo Sophie d'avoir su réaliser que vous attendez d'un homme qui vous baise, quoi, voilà, qui vous prenne et qui vous culbute. Et c'est quand même quelque chose qui est très, qui est assez. De nos jours, c'est effectivement très difficile à dire. Hein. Mais oui, mais c'est dommage parce que c'est quand même une réalité. Tout à fait. Puisque je vous dis actuellement, la dark romance, c'est ce qui se vend le mieux auprès des jeunes filles. Donc c'est qu'elles recherchent ça. Même si d'un autre côté, on les entend dans leur vie dire qu'elles sont enfin bon, bref. Oui, elles sont vite abusées. Oui, voilà. Et ça, c'est un petit peu difficile, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'archétype masculin, c'est l'intrusivité. J'ai envie de m'approcher, de te consommer, de te pénétrer. L'archétype féminin, c'est la réceptivité. J'ai envie d'être vu, approché, désiré et être pénétré, ça cause à mon féminin. Et c'est comme ça que la féminité et la masculinité s'établissent. Et il faut quand même s'en rendre compte, parce que si on n'érotise pas la pénétration quand on est une fille, ça pose un gros problème.
Oui. C'est hautement politiquement incorrect ce que vous dites, mais c'est très vrai. Voilà. Mais oui, mais parce que quand vous êtes en train de faire l'amour avec un homme qui vous prend et qui vous prend vraiment, vous possédez sa virilité, vous possédez et vous devenez puissante. Je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de l'ordre de l'inconscient, du fantasme ou de je ne sais quoi. Mais et donc vous vous sentez totalement remplie, épanouie et heureuse. Et puis bravo de l'assumer, de l'accepter, et merci de le dire à l'antenne pour aider peut-être quelques femmes qui sont aujourd'hui dans le refus de cette réalité féminine. Après, ça ne veut pas dire que toutes les femmes veulent ça, hein, mais c'est quand même une grande tendance féminine. Oui. Oui, je crois qu'il ne faut pas en faire une généralité, parce que les généralités sont dangereuses, mais il ne faut pas avoir peur d'affirmer que ça existe et qu'il n'y a qu'une raison de culpabilité. Surtout pas, oui. Et puis maintenant, il faut aussi que les hommes, et c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, parce que les hommes ont peur d'affirmer leur virilité aussi, parce que c'est compliqué aussi. Tous les procès d'abus d'aujourd'hui, tous les dossiers MeToo ou autres, c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas parti du principe de l'intrusivité masculine, qui est vraiment un principe de base archaïque, hein, et de la réceptivité féminine. Et moi, je dis que le jour où on comprendra que l'homme est intrusif parce que y a des tonnes de choses pour l'expliquer, la femme est réceptive, et que le seul arbitre, c'est le libre consentement. Voilà, quand on est dans un libre consentement, l'homme peut se montrer globalement intrusif et la femme globalement réceptive. Voilà, c'est toute la règle. Hein. C'est très simple. Mais pour ça, il faut que, et visiblement, Sophie, vous avez réussi à faire sauter tous les verrous. Il faut que la femme soit ouverte à la réceptivité. parce que sinon, en effet, la pénétration peut être ressentie comme intrusive. Ah ben oui, elle est intrusive. Oui, c'est-à-dire que avant de rencontrer mon conjoint actuel, j'ai été tellement réprimée, je m'en suis rendu compte en lui parlant, que je me suis presque fait peur. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est un serial killer, si ça se trouve, il va me sortir un couteau, il va me découper. J'ai réfléchi 5 minutes et puis je me suis dit, je m'en fous, parce que ça, je le veux connaître. et j'ai foncé et j'en suis très heureuse. Et donc, vous avez découvert l'orgasme. Que je connaissais déjà, mais pas comme ça. J'avais lu entre les lignes, voilà. Sophie, avec un petit peu d'expérience, je commence à décoder. Mais oui, mais mais je crois que c'est vraiment ce qui est difficile pour beaucoup de femmes, c'est d'accepter de s'ouvrir. Mais oui, d'être réceptif, leur réceptivité. Et moi, j'ai une question à poser. Est-ce que ça ne stimule pas en plus une sentimentalité après tout ça? Clairement. Dans notre cas, à tous les deux, clairement, oui. Ben voilà. C'est-à-dire que lui, après, il avait déjà plein d'expériences, mais je pense qu'avec moi, ça a été spécial, comme ça a été spécial avec moi pour lui, pour moi avec lui. Mais il m'a avoué par la suite qu'il n'avait jamais eu cette envie d'être aussi prévenant, attentionné et protecteur. Voilà, tel qu'il est avec moi maintenant. Donc ça stimule effectivement d'autres ressorts. Ah bah c'est formidable. Il est comblé génitalement. Il va vous apporter tout ce qu'il faut dans l'attachement, la tendresse et la sentimentalité. Ça va faciliter tout du monde. Donc vous avez réussi, Sophie, avec cet homme visiblement à nourrir les trois cartes dans les deux sens. Donc dans le bon sens. Écoutez, profitez-en et longue vie à votre histoire. Hein. Merci. Merci à vous, Sophie, merci beaucoup. Donc, voilà, je crois que le témoignage de Sophie, pour conclure, plutôt satisfaisant, hein, c'est bien. Parfait. Comme quoi le théorème fonctionne toujours. Oui, quoi qu'on en dise, les femmes et les hommes ne changent pas tant que ça. Après, évidemment, hein, et encore une fois, on va conclure là-dessus parce que c'est important de le rappeler.
évidemment que MeToo fait avancer les choses et c'était nécessaire. Et là-dessus, il y a aucun doute. On n'est pas du tout en train de. Mais attention de ne pas croire que les femmes n'ont pas envie d'avoir des hommes virils et il ne faut pas que les hommes se féminisent ni que les hommes que les femmes se masculisent. Voilà, bon, on y arrive. C'est bien. C'est la fin de l'émission. Je vais pouvoir me reposer. Bruno Martin, merci en tout cas. Donc ce livre, L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent, c'était un peu notre fil rouge. C'était sorti aux éditions Albin Michel. Je ne sais pas si on peut le trouver encore d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait le rééditer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses importantes à dire en tout cas, on en reparlera peut-être une prochaine fois que vous venez. On peut aussi vous retrouver sur votre site éjaculation-précoce.net. Et là, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Demain, on va parler de tout à fait autre chose, mais qui est important aussi. C'est Christian Jamin qui sera avec nous, qui est gynécologue. On va parler de la fertilité. Il y a quand même un problème actuellement, puisque de plus en plus de femmes ont envie d'être enceintes et n'y arrivent pas. Avec Christian Jamin, vous aurez beaucoup de réponses à toutes vos questions, parce que je pense que c'est quand même important aussi de pouvoir être satisfaite sur ce plan-là, qui est quand même aussi un des désirs féminins essentiels. On va pas faire tout un débat là-dessus, mais on sait très bien aussi que pour les femmes, le besoin d'être mère est un besoin. Je sais que on peut dire que pour certaines femmes c'est un besoin, même si ce n'est pas un besoin pour toutes. Voilà. Merci encore Bruno Martin. Merci à tous d'avoir réagi. Eh bien, écoutez, nourrissez vos 3 cartes. Amour, tendresse, érotisme. Je crois que vous préférez. Faites pétiller. Faites pétiller, voilà, faites pétiller, on va pétiller. Et tout de Sud suite... Radio, votre attention est notre plus belle récompense.